Bien, commandant, monsieur le commissaire en chef, mesdames, messieurs, chers amis, merci de votre présence et de votre fidélité renouvelée. Voilà, j'ai choisi pour ce soir de sortir un petit peu des sujets strictement marine nationale, quoique le bataillon des marins-pompiers fasse partie évidemment de la marine nationale, enfin de sortir des sujets, disons, maritimes, plus exactement, et de demander à nos camarades marins-pompiers de venir nous parler de l'action qu'avait eu le bataillon des marins-pompiers de Marseille pendant l'épidémie de Covid. Alors, je parle au passé, mais je ne suis pas pour autant du tout certain que l'épidémie soit terminée, du tout, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais bon, je crois que c'était une bonne date. Là, nous sommes en mars 2022, enfin, on est début avril, mais disons mars 2022. J'ai pensé que c'était une bonne date, 2 ans après le déclenchement de cette épidémie, de faire un bilan sur ce que les marins-pompiers avaient fait au profit direct en soutien de la population marseillaise. Voilà. J'ai donc invité le capitaine de vaisseau Guillemette, qui est le commandant en second et le chef d'état-major du bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui a bien voulu se déplacer pour vous, pour nous présenter donc l'activité du bataillon au cours de ces 2 dernières années sur ce thème spécifique du Covid-19. Commandant, je vous remercie chaleureusement au nom de nos auditeurs et je vous cède aussitôt la parole. Bien, merci commandant. Mesdames, Messieurs, chers camarades, merci de m'avoir invité. Le vice-amiral Roger vous prie de bien vouloir excuser, il est pris par ailleurs, donc vous allez devoir vous contenter du commandant second. Voilà, je ferai de mon mieux. Voilà. Alors moi, je suis arrivé au marin-pompier de Marseille il y a 7 mois, et pourtant je vais avoir l'outrecuidance de vous parler de ce qu'a fait le bataillon depuis 2019. Auparavant, je servais dans les opérations militaires et puis en état ministériel, où le sujet Covid a beaucoup occupé la plupart des états-majors et des cabinets ministériels. Et bien évidemment, en arrivant ici, sachant que j'y ai déjà servi une dizaine d'années, je n'étais pas perdu quand il s'est agi de prendre la suite de mon camarade pour la suite sur la période Covid. Et puis, comme il vous l'a été dit en filigrane, eh bien aujourd'hui, nous ne savons pas si c'est terminé. Voilà, l'avenir nous le dira. Voilà. Donc, je vais commencer cette présentation, non pas en rentrant directement dans le cœur du sujet Covid, mais en vous parlant brièvement du bataillon de marins-pompiers de Marseille, que vous connaissez sans doute bien déjà. Mais néanmoins, il me semble intéressant de replacer le bataillon dans ce qu'il est pour mieux comprendre, en fait, quelle a été son action pendant cette crise. Voilà. Pourquoi nous avons été très visibles à travers les médias, au niveau local, mais aussi au niveau national, voire international. Nous avons, il y a quelques semaines encore, reçu une délégation japonaise, voilà, et nous ne les avions pas invités, ils sont venus à nous directement. Voilà, donc, tout d'abord, une petite introduction pour vous montrer qui nous sommes. Ah, non, ça ne marche pas. Si. Voilà. Donc, le bataillon, c'est la plus grande unité par le nombre de la Marine nationale, c'est 2500 hommes et femmes. Nous défendons Marseille depuis 1939. Aujourd'hui, le bataillon, c'est 350 opérations de secours par jour. J'ai l'habitude de dire 2500. Vous voyez, le porte-avions, c'est 2000 personnes. Voilà, le bataillon, c'est 2500. Et à contrario du porte-avions, nous ne nous arrêtons jamais. C'est 350 opérations en moyenne du 1er janvier au 31 décembre. Et cela, qu'il y ait Covid ou pas. Voilà. Alors, le bataillon, avec des particularités, c'est l'unique unité militaire, commandée par un officier général, le vice-amiral Augier aujourd'hui, qui est mis par la loi à la disposition du maire, enfin d'un maire. Voilà. C'est la seule unité. Donc déjà, une particularité législative. Ensuite, dans le paysage de la sécurité civile, permettez-moi de le dire, en fait, nous sommes le bataillon, c'est un anachronisme. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, la sécurité civile est organisée au niveau des départements. Vous entendez peut-être souvent parler des SDIS, des services départementaux d'incendie de secours. Eh bien, le bataillon ne défend qu'une ville, là où nos camarades militaires, à Paris, eux défendent des départements, le 75, et puis les départements de la couronne limitrophe. Voilà, donc ils sont cohérents par rapport
à l'organisation nationale. Et nous sommes un petit peu, si vous voulez, le camp retranché de Baba Oram. Vous voyez. Donc, mais néanmoins, nous travaillons en parfaite osmose avec nos camarades sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et puis plus largement de la zone et plus encore, nous allons le voir. Alors, le bataillon, c'est des missions de sécurité civile, mais pas que. Nous réalisons certaines missions pour le compte direct du ministère des Armées. Hier encore, j'ai envoyé un de mes officiers en opération extérieure. Et puis à l'été, il y en aura un autre sur une autre opération. Nous réalisons d'autres missions, notamment en contre-terrorisme, directement pour le compte du préfet maritime en tant que contrôleur opérationnel, donc en tant qu'autorité militaire. Et c'est là aussi notre ADN. C'est-à-dire que nous sommes pompiers, mais pas que. Nous sommes marins-pompiers, nous intervenons en mer, y compris lorsque la mission se fait dans un environnement que nous dirons, s'agissant d'un environnement de contre-terrorisme en milieu non permissif. Voilà, pour cela, nous travaillons avec la gendarmerie nationale, avec le GIGN et avec les commandos marines. Voilà. Donc là, des petites particularités que nous avons à cœur d'entretenir. Voilà. Marin-pompier également pour le premier port de France et le deuxième de Méditerranée. Donc nous avons ce savoir-faire qui est particulier. Nous avons des bateaux-pompes et nous sommes spécialisés dans l'intervention à bord des navires. Nous sommes référencés au niveau national comme le centre de formation pour l'ensemble des sapeurs-pompiers pour les techniques d'intervention à bord des navires. Voilà, donc c'est là où nous avons vraiment la légitimité d'être marin-pompier, c'est-à-dire qu'au niveau national, les sapeurs-pompiers du Havre ou de Calais ou de Bordeaux ou ailleurs viennent se former chez nous aux techniques d'intervention à bord des navires. Pourquoi ? Parce qu'intervenir à bord d'un navire, eh bien, ça demande une connaissance particulière de l'architecture, de la même façon que quand nous intervenons en ville, dans une école ou dans un immeuble de grande hauteur, eh bien, nous allons nous aider de l'architecture pour manœuvrer. Et bien, sur les navires, c'est de la même chose. Quand vous intervenez sur un ferry ou sur un pétrolier, en fait, l'idée de manœuvre sera différente. Voilà. Et donc ça demande une connaissance. Et cette connaissance, nous l'avons, nous l'entretenons. Voilà. Alors, Marseille regroupe l'ensemble des risques de sécurité civile, sauf un, l'avalanche. Voilà. Donc, nous avons tout le reste des risques avec un parc national des Calanques qui est un des plus grands sites d'escalade en Europe en termes de pratique. Donc là, nous avons nos interventions en milieu périlleux du 1er janvier au 31 décembre. J'ai parlé du milieu portuaire. Nous avons évidemment le milieu urbain. Nous avons les risques technologiques avec des usines Céveso seuil haut en milieu urbain. Donc nous avons vraiment l'ensemble de la palette des risques, y compris le feu de forêt, avec cette particularité, c'est que la forêt à Marseille pénètre dans le milieu urbain, ou l'inverse. Les maisons rentrent dans la forêt, sur l'ensemble du massif, enfin des massifs qui entourent Marseille. Et donc ça nécessite des tactiques de lutte un peu particulières, qui sont quelque peu différentes des tactiques de lutte que vous avez en feu de forêt, j'allais dire ouvert. Voilà. Donc nous avons l'ensemble de ces risques, enfin, nous répondons à l'ensemble de ces risques, ce qui fait que le bataillon de Marseille est un corps très attractif. Nous n'avons aucun problème de recrutement. Aucun. Voilà. Avec une moyenne d'âge au recrutement entre 18 et 25 ans, avec des jeunes aujourd'hui, pour la plupart bacheliers, voire on a des jeunes qui s'engagent pour faire marin-pompier, matelot avec des bacs +5. Voilà. Donc nous avons une vraie richesse. Bon, il y a aussi des défauts. Hein. Généralement, nous sommes leur premier employeur. Voilà, et il manque des fois d'aguerrissement. Donc nous les amenons à cet aguerrissement. Voilà. Rentrons maintenant dans la crise Covid, ce pourquoi vous êtes là ce soir. Alors la crise Covid, d'abord, qu'est-ce que c'est ? En fait, la crise Covid, nous l'avons vécue de façon différente en fonction de nos positions au sein de la société, en fonction de qui nous sommes, en fonction de notre âge, en fonction de notre vulnérabilité. Voilà. Pour chacun d'entre nous, la crise Covid, c'est différent. Voilà. Pour la nation, manifestement, on peut parler de crise traumatique.
Voilà, c'était une surprise. Voilà, on ne l'avait pas vu venir, on n'a pas voulu la voir. Je vais y revenir. Mais en tout cas, c'était une surprise. Avec un effet sur nos modes de vie indéniable. Voilà, le télétravail, voilà, le confinement, des choses qui nous... Des mois auparavant, en 2019, on n'aurait jamais imaginé ça. Voilà. Donc, on est sur une crise traumatique. C'est un point important, la crise traumatique. Les crises traumatiques, en fait, elles ont été théorisées, et vous en avez 3 types. Bon, là, c'est pour la culture, hein. C'est des questions qui tombent au cocktail, ça, après. Voilà. Donc, les crises traumatiques, en fait, vous avez 3 types de crises traumatiques dans la littérature scientifique sur le sujet. Vous avez le signe noir, qui a été théorisé par un écrivain, Nassim Taleb, qui est un ancien trader. Le signe noir, qu'est-ce que c'est? Le signe noir, c'est un événement que vous n'avez pas su venir, qui a des effets incommensurables sur votre vie, et que néanmoins, vous êtes capable d'expliquer a posteriori. Le 11 septembre. Voilà. On ne l'a pas vu venir. Ça a eu des effets, évidemment, et ça a encore des effets. Aujourd'hui, la façon dont vous prenez l'avion, voilà, les contrôles que vous subissez, c'est lié au 11 septembre. C'est le résultat du 11 septembre. Ouais. Dans le monde maritime, c'est la même chose. Il y a des codes sur la sûreté maritime qui sont liés au 11 septembre. Donc le signe noir, vous ne l'imaginez pas, pourtant ça a des effets importants et vous l'expliquez a posteriori. Deuxième type de crise, c'est ce que les Américains appellent la tempête parfaite. C'est une conjugaison de petits événements qui, pris indépendamment, en fait, vous auriez pu y faire face, mais le fait qu'ils arrivent sur le même axe de temps, en fait, ça va générer une crise traumatique. Voilà. Tempête parfaite. Et enfin, la troisième type de crise, c'est ce que les Anglais ont théorisé. Désolé, c'est un peu la théorie de la crise est vraiment c'est un sujet qui a été pas mal étudié par les anglo-saxons. Donc la troisième type de crise, c'est ce que les Anglais ont appelé l'éléphant noir. Voilà. C'est le sujet que tout le monde voit, mais que pour différentes raisons, personne n'en parle, ou personne ne veut en parler de façon consciente ou inconsciente. Voilà, c'est l'éléphant noir. Alors, suivant vos croyances, ça peut être par exemple le réchauffement climatique, suivant les croyances des uns et des autres, croyances scientifiques. Voilà. L'éléphant noir. Pour la crise Covid, on pourrait presque parler d'éléphant noir. Pourquoi? Parce que tout d'abord, nous avons eu en 2008 la crise H5N1. Donc, dans l'absolu, ce n'est pas une première, la crise Covid. À la suite, H5N1, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale a réalisé, entre autres, un plan gouvernemental, un plan interministériel qui s'appelle pandémie grippale. Donc, nous avions les outils. Souvenez-vous de ces images de la Chine qui se confine. Et l'Europe regarde. Voilà, on regarde. On envoie un avion. Je vais y revenir. Voilà. Et pourtant, le plan pandémie grippale du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, il n'a pas été activé. Bon, après, refaire le match, a posteriori, c'est toujours facile. Voilà. Vous m'excuserez cette facilité. Alors, pour le bataillon, le Covid, la crise Covid, ce n'est pas une crise traumatique. Pas du tout. Pour plusieurs raisons. D'abord, la crise, c'est notre métier. Alors, ça fait un peu pompeux de dire ça, voire fumeux, mais en fait, c'est ça notre but. Notre but, notre quotidien, c'est d'agir en situation de crise. Quand les gens font le 18, quand les exploitants font le 18, eux, ils sont en crise. Nous, on intervient. On n'est pas en crise. On est organisé pour cela, pour répondre à la crise. Voilà. Autre paramètre, parce que vous allez me dire, oui, mais le virus, lui, peu importe, que vous soyez marin-pompier, voilà, retraité, exploitant, gendarme, marin, voilà, il vous touche. Mais là, on a une particularité, c'est que les cibles du virus, ce sont les personnes vulnérables.
la moyenne d'âge aux marins-pompiers, c'est inférieur à 30 ans. Ils sont en bonne santé, croyez-moi. Voilà. Et on les maintient en bonne santé. Ça fait partie de notre ADN de militaire. Voilà. Tous les matins, ils montent la planche. Allez voir sur Internet pour ceux qui ne sont pas habitués à la planche, mais bon, voilà, c'est un petit exercice, je pense que tout le monde connaît. Voilà. Voilà. Donc, ils sont plutôt en bonne santé. Si nous avions un virus avec une discrimination pas aussi intéressante pour nous, ah oui, nous aurions potentiellement pu être en crise traumatique. Mais là, aujourd'hui, sur la présentation que je vais vous faire, ce n'est pas le cas pour nous. Voilà. Alors, pour agir sur n'importe quelle crise, en tout cas pour réagir face à une situation de crise, on parle aujourd'hui de résilience. Vous savez, je pense que c'est dans le top 5 des mots les plus employés sur ces 2 dernières années, le terme résilience. Alors qu'en fait, là aussi, c'est comme la notion de crise, hein, c'est un terme polysémique, et en fonction de qui l'emploie, le terme a un sens différent. Voilà, parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont travaillé, enfin des ingénieurs, et voilà, pour un ingénieur, la résilience est liée à la résistance des matériaux. Et donc, je suis donc capable d'apprécier cette résilience avant même l'emploi de ce matériau. Voilà. Pour d'autres, s'il y a des psychologues dans la salle, eh bien, la résilience, en fait, elle est liée à la capacité d'absorber un choc d'un individu. Et avant d'être, comment dirais-je, confronté à ce choc, eh bien, vous ne pouvez pas apprécier votre niveau de résilience. Voilà. Donc, vous voyez, en fonction de qui l'emploie, le terme résilience change. Néanmoins, sur la résilience, en tout cas la résilience du bataillon, il y a 2 aspects. Pour nous, c'est un état-processus. État pourquoi ? Parce que intrinsèquement, comme je vous le disais, nous sommes faits pour agir en situation de crise. Donc intrinsèquement, nous avons des qualités propres à ça. Comme les armées l'ont, les armées ont pour objectif d'aller défendre la nation et pour cela d'agir en situation de guerre par l'usage de la force. Et donc, intrinsèquement, elles sont liées pour agir en situation de crise. Voilà, donc, leur état même fait qu'elles sont résilientes en termes, enfin, qu'elles ont un état déjà de résilience. Et pour autant, à cet état, que ce soit le bataillon ou d'autres unités du ministère des Armées, on fait une préparation opérationnelle individuelle et c'est là où nous avons finalement également l'autre aspect, l'aspect processus, où individuellement, nous nous renforçons. Voilà. Et donc, on va jouer sur plusieurs aspects qui sont l'aspect humain, je venais de vous le dire, mais également matériel et organisationnel. Donc, on va avoir une organisation agile avec des boucles courtes entre l'événement et puis la chaîne de décision, courte et franche. On ne cache rien à personne, même si ça ne fait pas plaisir. Matériel avec voilà, des équipements qui sont faits pour agir dans des milieux dégradés. Et puis, on va jouer sur 4 attributs qui sont la redondance, la résistance, la fiabilité et la flexibilité. Pourquoi je vous en parle ? Parce que ce sont souvent, on parle de résilience et puis on met en synonyme le terme résistance. En fait, ce sont des choses différentes. Voilà, la redondance dans la résilience, c'est, écoutez, j'ai un objet, et puis cet objet disparaît à cause de la crise, eh bien, je ressors un deuxième de ma poche. Voilà. En gros, j'ai une ambulance. Mon ambulance a un accident, et bien, j'en mets une deuxième en ligne. C'est la redondance. Voilà. La résistance, c'est la capacité d'un objet à résister à un choc externe. Voilà. La fiabilité, c'est l'inverse. C'est de l'intérieur. C'est la capacité de mon objet à délivrer en permanence sans qu'il y ait de rupture de son système interne. Et puis la fiabilité, la flexibilité, c'est j'ai un objet, il est habitué à faire une mission, et bien le jour J, peut-être que cet objet, je vais lui faire une autre mission. Il va la faire moins bien, mais il va en faire au moins 50%. Voilà, ça c'est la flexibilité. Et bien pour la crise Covid, vous allez voir, on a joué sur les aspects humains, matériels, organisationnels. Et on s'est servi des attributs de la redondance, résistance, fiabilité, flexibilité. Voilà. Et maintenant, je rentre dans le cœur du sujet. Alors, notre premier objectif a été de pouvoir continuer à réaliser nos missions. Voilà. Parce que, crise Covid ou pas, les gens font le 18. Voilà. Pour tout ce qu'ils le font en temps normal. Donc, nous devons faire
quelle que soit la nature de l'événement, de faire en sorte que nos missions ne s'arrêtent jamais. Voilà. Notre centre opérationnel décroche tous les jours, H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Voilà. Nos engins décalent en permanence. C'est notre mission. C'est imposé par la loi. Voilà. Cette mission, nous devons la faire pour le compte du maire, et c'est la loi qui le demande, et ça tombe bien, on aime ça. Voilà. Donc on doit s'organiser en permanence, quel que soit l'événement extérieur, on doit s'organiser pour pouvoir répondre à notre mission. C'est la même chose quand il y a des inondations. Voilà, si les gens font le 18 pendant les inondations parce qu'il y a des événements, parce que quelqu'un fait un arrêt à la maison, eh bien on ne va pas dire bah non, écoutez, les routes sont bloquées, on n'arrive pas à aller chez vous. Non, on s'organise pour pouvoir répondre aux demandes, quels que soient les événements qui s'imposent à nous. Voilà. Sur Marseille, nous intervenons toujours en moins de 10 minutes à partir du décroché. Voilà. Moins de 10 minutes. C'est une obligation que nous sommes fixés, qui a été validée par le préfet dans notre règlement opérationnel. Voilà. Ce n'est pas une obligation donnée par la loi. Et nous le faisons, nous y arrivons plutôt, sans aucune modestie, plutôt bien. Voilà. Donc, on s'organise pour faire le job, quel que soit l'événement. Donc, en premier, évidemment, comme n'importe quel employeur, on doit protéger notre personnel. Voilà, mais ça, c'est la même chose pour toutes les interventions. Lorsque nous faisons des interventions et qu'il y a des blessés, eh bien, on protège notre personnel contre l'exposition au sang. Et donc là, c'était la même chose. Nous avons très rapidement défini les mesures de protection individuelle et collective. Et là encore, nous n'avons rien inventé. Nous avions en soute, si vous me permettez cette expression de marin, notre expérience de la crise H5N1. Voilà, nous avions un nouveau type de virus. Et donc, nous avions déjà, pour cette catégorie en fait, de virus, nous avions déjà en soute quels étaient les modes de protection pour notre personnel. Donc, rapidement, pour ce qui était de l'emploi opérationnel et notamment des VSAV, des ambulances, puisqu'en fait les gens appelaient avec différents symptômes, et donc là, en fonction de ce qu'ils nous donnaient comme élément au téléphone, en fait, avec le centre 15, nous engagions des ambulances spécifiquement équipées contre le risque viral. Voilà, donc déjà, nous avons sanctuarisé certains types de véhicules mis de côté, armés en permanence, pour pouvoir les engager, de façon à ce que les autres ambulances qui sont dédiées pouvaient décaler pour d'autres événements, tels que les accidents de la route ou autre chose. Voilà. Donc nous avons, au niveau opérationnel, fait en sorte de maintenir une réponse opérationnelle avec en plus des moyens spécifiquement dédiés à la crise Covid. Une petite particularité, je vous ai parlé du centre 15. En fait, peut-être que dans les médias, vous entendez souvent parler comment dirais-je, des rouges et des blancs, voilà, qui ne s'entendent pas. Eh bien, j'ai le bonheur de vous dire qu'ici à Marseille, nous nous entendons parfaitement bien depuis plusieurs décennies, et qu'au centre 15, vous avez des médecins régulateurs du bataillon des Vampires de Marseille, et nous avons même des opérateurs du bataillon qui sont au centre 15. Nous avons les mêmes procédures. Quand nous recevons un appel sur le 18 qui concerne finalement uniquement du sanitaire, il est basculé automatiquement avec une fiche, si bien que l'opérateur au centre 15 n'a pas besoin de ressaisir. Donc à Marseille, ça marche très bien. Voilà. Et durant cette crise Covid, ce que nous avons réalisé, c'est qu'il y a un médecin qui est venu au 18, au centre opérationnel, de façon à pouvoir, là aussi, prendre en direct les appels liés à la crise Covid, en tout cas durant la première période de cette pandémie. Voilà. Alors, le bataillon, évidemment, comme je vous disais, il est au service du maire de Marseille. Et donc, je vous parlais de ce qu'a réalisé le bataillon au profit de la collectivité.
Tout d'abord, lorsque la vaccination est devenue la règle, si je puis dire, eh bien, il a fallu être en mesure de réceptionner les nombreux appels pour tout simplement pouvoir diriger les citoyens sur où pouvaient-ils aller se faire vacciner. Donc, intrinsèquement, et dans un même temps, où l'ensemble de la France était confiné. Vous voyez, donc, sur notre propre force, nous avons fait ce qu'on appelle militairement une génération de force. On a été chercher des petits marins-pompiers, voilà, et on les a mis derrière des téléphones, et c'est eux qui ont réceptionné donc les différents appels pour pouvoir enregistrer les gens pour aller au centre de vaccination, leur dire où étaient les centres de vaccination, puisqu'en fait, il y en a eu plusieurs sur Marseille, jusqu'à son paroxysme. Vous allez voir, nous en avons armé 4 simultanément, dont le stade Vélodrome, voilà, qui a été appelé donc le vaccinodrome, voilà. Donc une appellation Made in Marseille. J'ai même mes camarades à l'époque j'étais à Paris, mais j'ai mes camarades de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui m'ont appelé. Voilà, j'ai de bonnes relations avec eux. Ils m'ont dit bon, j'ai vu qu'à Marseille, nous avons vu qu'à Marseille vous avez fait de la vaccination de masse. Le préfet de police de Paris nous demande de faire la même chose Stade de France. Dites-nous comment vous faites. Voilà. Donc, évidemment, en bon camarade, nous leur avons donné la façon dont nous sommes organisés sur Marseille pour faire ces centres de vaccination de masse, si je puis dire. Avec une petite particularité, sur cette photo, il y a un geste fort. En fait, vous voyez un marin-pompier, un matelot. Ce matelot, il doit avoir, à tout casser, 3 mois de marine, 3 mois de bataillon. Et ce matelot, il injecte un vaccin. Ça, c'est un geste médical avant la crise Covid. Enfin, c'est prohibé par la loi, interdit. C'était un geste impensable. Personne n'aurait imaginé qu'un jour, une personne, militaire peu importe, en tout cas ne relevant pas d'un acteur de la santé directement, injecte un vaccin. Et aujourd'hui, avec la dernière loi de modernisation de sécurité civile, la loi dite Matras, aujourd'hui, évidemment dans certaines conditions, avec un médecin, sous la responsabilité d'un médecin, aujourd'hui, les pompiers et les marins-pompiers peuvent pratiquer ce genre de gestes. Vous voyez, on apprend de la crise et c'est bien. Donc, je vous ai parlé de la mise en place des ambulances, mais aussi des ambulances de réanimation que nous avons appelées AR Covid, pour ambulance de réanimation. Je vous ai parlé du médecin régulateur au centre opérationnel chez nous. Et nous avons également fait du soutien à la population, c'est-à-dire que quand certaines personnes, lors du confinement, se sont retrouvées seules, nous, dans certains cas, en liaison avec les associations, et elles sont nombreuses sur Marseille, nous avons réalisé ce soutien pour apporter, dans certains cas, les vacciner, et dans d'autres cas, leur apporter du réconfort, et puis des moyens de première nécessité. Voilà. Bon, malheureusement, je tiens à vous dire que sur Marseille, comment dirais-je, la solitude, voilà, c'est quelque chose que nous voyons vraiment énormément en intervention. Même nos plus jeunes, voilà, au début, c'est un peu difficile. Voilà. Et puis, nous avons développé une capacité de détection, d'analyse et de cartographie de la propagation du virus. Et donc ça, on va le voir. Nous avons été plutôt novateurs, c'est ce que nous appelons notre agilité. À partir de nos connaissances dans le domaine NRBC pour nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique, à partir de cette connaissance, depuis plusieurs décennies, nous avons une capacité de réponse dans ce domaine, puisque, comme je vous l'ai dit en introduction, sur le bassin marseillais, il y a des risques technologiques, du Céveso, les ports qui transportent pas mal de matières dangereuses. Et donc, intrinsèquement, nous avons cette compétence. Là, nous avons dirigé cette compétence sur une des parties, qui est le risque biologique, et nous l'avons mis à la disposition donc, de notre réponse opérationnelle. Pourquoi faire? L'objectif d'une crise, en tout cas
l'objectif d'une réponse à la crise, c'est d'avoir le coup d'avance. Voilà. Tant que vous êtes dans la réaction immédiate, vous subissez. Voilà. Et si vous n'êtes même pas dans la réaction immédiate, vous avez perdu. Hein, voilà. Mais donc, l'objectif, c'est de dépasser la réaction immédiate pour avoir le coup d'avance. Et là, vous sortez intrinsèquement de la crise. Voilà. Donc, il était vital pour nous d'avoir ce coup d'avance. Le coup d'avance, c'est de savoir où allaient être les prochains clusters. Et donc, pour ça, nous avons développé cette capacité de détection et d'analyse. Alors, nous sommes les petites mains armées. Voilà, nous avons développé toute la méthodologie, mais bien évidemment, l'analyse derrière scientifique a été réalisée par des scientifiques. Voilà, même si nous avons de très bons médecins réanimateurs ou des médecins spécialisés en NRBC ou des ingénieurs chimistes, derrière, l'analyse virale relève du milieu hospitalier et c'est bien l'IHU qui analyse en fait et qui interprète l'ensemble des données que nous récoltons. Voilà. Et à partir de là, nous sommes capables aujourd'hui encore, et c'est ce que nous faisons encore tous les jours, de cartographier la charge virale qu'il y a sur la commune de Marseille. Voilà. À travers, donc vous le savez bien évidemment, à travers, ça a été largement médiatisé, notamment à travers les égouts. Voilà. Donc les égouts, en fait, ce ne sont pas des réseaux anarchiques, et donc nous sommes capables, notamment à travers la cartographie des différents EHPAD, par exemple, puisque là c'est là où vous aviez la population la plus sensible, eh bien, en identifiant où étaient les collecteurs de rejet des eaux usées de ces EHPAD, nous allons prélever dans ces collecteurs et ensuite analyser ces prélèvements et nous sommes capables d'identifier si oui ou non, il y a des virus et le cas échéant, quelle est sa charge virale. Voilà. Avant même que vous ayez les premiers symptômes. On a 5 à 6 jours d'avance. Et donc ça nous permet, avec ces 5 ou 6 jours d'avance, eh bien, en liaison avec l'Agence régionale de santé, eh bien, d'identifier ces clusters et de prendre les mesures d'isolement, de protection de la population, voilà, et y compris en interne de l'EHPAD lui-même, voilà, puisque du coup, l'EHPAD comprend qu'il a le virus en son 5, mais qu'il n'a pas encore été détecté, et donc il peut prendre des mesures de ségrégation, en tout cas d'organisation. Voilà. Et donc ça, c'est le coup d'avance. Voilà. Et là, nous avons gagné en notoriété, puisque pas mal de collectivités, comme vous pouvez le voir, ont fait appel à notre savoir-faire. Voilà. Alors, focus sur la vaccination, je vous en ai déjà parlé, on va y revenir. Donc, la vaccination, donc, dans un premier temps, donc, ça a été 2 centres, dont à la mairie, donc un endroit visible. Puis, très rapidement, ce que nous avons dit aux élus, c'est, vous savez, si on fait 300, 400 vaccinations par jour, même si c'est très bien, voilà, il nous faudra des décennies pour vacciner l'ensemble de la population. Donc, en fait, il faut passer à l'échelle supérieure. Voilà. Et donc, c'est ce pourquoi nous avons milité pour cette vaccination de masse, et 2, à partir de ce moment-là, on a bien mis en avant que la seule vaccination par les acteurs de la santé n'était pas suffisant. Voilà. Donc, ouverture de vaccinodrome, si je puis dire, et puis ensuite, vaccination, en tout cas injection, notamment par des marins-pompiers, et sous évidemment sous la responsabilité et le contrôle de médecins. Donc, nous avons fait un effort logistique important pour pouvoir mettre en place ces centres de vaccination, hein, voilà, en termes de logiciels, d'enregistrement, de circuits, de processus, par où on rentre, par où on sort, comment on réconforte les gens, comment on les enregistre. Voilà. Nous avons tout inventé, voilà, avec un effort de 40 marins-pompiers en permanence. Voilà, donc c'est comme il y avait moins d'interventions, puisque les gens étaient confinés, eh bien, nous avons sorti 40 marins-pompiers de la garde, nous les avons formés, et puis nous les avons mis donc à disposition dans les centres de vaccination. Bien évidemment, on les a fait, si je puis dire, tourner entre eux pour pas que ce soit toujours les mêmes, parce que là encore, c'est du détail. Mais moi, en tant que commandant en second, je suis
La matière première, ce sont les hommes et les femmes. Et donc, quand vous avez des jeunes de 18-20 ans qui s'engagent pour décaler sur des camions rouges, pour aller sauver des vies, voilà, et que finalement, quand ils sortent de l'école des marins de la marine, on les met en centre de vaccination, il y a un petit décalage entre ce qu'ils ont rêvé et ce qu'on leur fait faire. Voilà. Et donc là, il faut leur donner du sens. Voilà. Pourquoi on te fait faire ça? Parce que protéger la population, ça peut ne pas passer par du camion rouge. Voilà. Ça peut ne pas passer par le pic d'adrénaline quand ça sort à 2 heures, quand ça sonne à 2 heures du mat en caserne. Et qu'en moins de 10 minutes, il faut être sur le terrain. Voilà. Ça peut passer par, tout simplement, il est 6 heures, tu te lèves, tu prends le bus, tu vas aller au vaccinodrome. Toute la journée, injecté. Il faut donner du sens. Parce que sinon, ces petits gars, ces petites filles là qui sont engagés dans 2 ans, je les perds. Ils ne re-signeront pas au bataillon. Voilà. Bon, là, je suis en train de faire la pleureuse, hein, mais bon. Mais en tout cas, c'est important. C'est-à-dire qu'on a une mission qu'on n'avait pas imaginée, et pour autant, il faut donner du sens aux jeunes. Voilà. Important le sens. Donc, nous avons atteint en rythme de croisière une capacité maximale de 4000 injections par jour. Voilà, 4000 injections. Et nous avons été, notre plus grande journée, c'était 6176 injections, voilà, en une journée. Bon, je vous rassure, en règle générale, nous étions largement en dessous des 4000. Voilà, donc c'était assez variable en fonction de la crise. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc aujourd'hui, nous avons réalisé 650 000 injections. Alors, le bataillon, donc au service de la collectivité, je vous en ai parlé, mais pas que. Nous avons travaillé et réalisé des missions au-delà de la collectivité de Marseille. Et donc, dès le départ, et là encore, c'est sans doute lié à notre prise de conscience sur ce qui allait advenir de la crise Covid, alors qu'elle n'était pas encore sur notre territoire. Donc, nous avons été engagés sur la mission sur le rapatriement depuis Yuan. Souvenez-vous, hein, un avion a été chercher les ressortissants français à Yuan. Et donc, nous avons été sollicités, nous, le bataillon, pour accompagner cette mission, notamment par notre équipe de psychologues qui font partie de notre réponse sanitaire. Initialement, pour nous, en interne, nous avons des psychologues qui permettent d'éviter des syndromes post-traumatiques en intervention par rapport à ce que nous voyons en opération. Et donc là, nous avons mis à disposition nos psychologues dans le cadre de ce rapatriement. Voilà. Les vols morphés, alors c'est quoi un vol morphé? Un vol morphé, c'est un vol, c'est ce qu'on appelle ça. Ce sont les évacuations sanitaires par les aéronefs militaires. Généralement, c'est depuis les opérations extérieures pour rapatrier sur les hôpitaux militaires. Et donc là, en fait, il y a eu des vols morphés, donc ces avions médicalisés, c'est de la 400M par exemple, qui ont servi à faire des évacuations interrégionaux au niveau national. Voilà, donc nous avons participé à l'armement des équipages dans ces vols morphés. Et puis Tonnerre, qui est le nom bien évidemment d'un de nos porte-hélicoptères amphibies, là que vous voyez sur la photo. Et donc le Tonnerre a été utilisé pour faire de l'évacuation sanitaire depuis la Corse vers la métropole. Et donc avec nos camarades du SDIS 13 et 83, donc le bataillon a néanmoins armé le gros de la réponse sanitaire sur ce navire, donc à bord duquel nous avons mis des ambulances de réanimation pour assurer les transferts pendant le transit. Voilà. Nous avons également réalisé de la désinfection de capacités stratégiques. Je pense au porte-avions Charles de Gaulle. Donc évidemment, vous avez entendu parler dans les médias. Bon, alors là, juste en aparté, hein, le Charles de Gaulle, il ne s'est pas arrêté à cause du Covid. Hein.
Alors, encore une fois, la population à bord, c'est une population de militaires jeunes en moyenne. Voilà. Et en fait, si nous avions été en conflit, le porte-avions Charles de Gaulle, il aurait continué sa mission, certes avec, pour certains, des gens avec des symptômes grippaux, mais il aurait fait le job. Voilà. Là, comme nous étions en situation de paix, eh bien évidemment, la priorité du commandement, c'est la santé de son personnel. Voilà, même si nous n'avons pas eu à détecter, pas eu de cas de conséquences graves, mais en tout cas, c'était la santé du personnel et c'est ce pourquoi le navire est revenu à Toulon. Voilà. Nous avons également été impliqués dans la désinfection de certains locaux du ministère des Armées et je ne vous dirai pas lesquels. Voilà. Et puis, je vous ai parlé de transferts hospitaliers interrégionaux par ambulance de réanimation. Voilà. Et puis, nous avons même participé à certaines évacuations, enfin transferts interrégionaux également par voie aérienne affrétée par le ministère de la Santé. Voilà quelques exemples de missions que nous avons réalisées donc, en dehors de notre aire de jeu réglementaire qui est la ville de Marseille. Donc vous avez pu voir, enfin en tout cas nous avons pu montrer notre uniforme avec Marins-Pompiers de Marseille voilà, au-delà des Bouches-du-Rhône. Nous avons également contribué à l'accueil et au tri des patients à l'IHU, donc à Marseille. Donc, ce n'est pas tout à fait la collectivité puisque là, on est sur des acteurs de la santé. Là, je m'adresse aux marins. Donc, nous avons fait, et nous faisons toujours l'évaluation sanitaire à bord des navires de croisière. Voilà, notamment, en fait, à l'époque, ce n'était pas encore obligatoire. Mais aujourd'hui, en fonction du pays de provenance, que ce soit donc des aéronefs ou des navires, vous avez des obligations d'aller tester tout ou partie des passagers et des membres d'équipage. Voilà, donc ça, c'est nous qui l'avons réalisé pendant de très très longs mois et aujourd'hui, en tout cas pour le milieu aéroportuaire, ce sont des laboratoires qui le font, mais ça fait que quelques semaines. Et donc pendant 2 ans, là encore, ce sont des marins-pompiers qui ont fait ces tests. Pour les navires, c'est toujours nous qui réalisons les tests aujourd'hui. Voilà, donc en fonction de leur provenance, nous allons faire les tests par sondage, comme l'exige l'État. Nous avons également vacciné certains équipages de navires, hein, des navires marchands. Voilà, donc nous avons été directement là aussi au contact, donc avec des équipages étrangers ne parlant pas français. Et donc voilà, là nous avons été jusqu'à eux pour les vacciner. Donc vous voyez, nous n'oublions pas nos camarades marins, voilà, y compris de la Marmare, pas ségrégation. Je vous ai parlé des contrôles sanitaires au PPF, point de passage frontalier, et nous avons également fait des dons aux associations, c'est-à-dire que nous avons nous avons un parc de véhicules sur Marseille qui est plutôt neuf, parce que tout simplement notre modèle économique fait que nous préférons avoir des équipements neufs en très bon état, et nous les utilisons pendant un très bon bout de temps, et quand ils commencent à nous coûter cher en coût de possession, là on les vend quand ils ont encore une valeur. Voilà, c'est un modèle économique parmi d'autres, en tout cas c'est notre choix, ce qui fait que nous avons souvent des véhicules, ce qu'on appelle à la réforme, et que nous vendons. Voilà, et donc c'est la mairie de Marseille qui récupère évidemment comment dirais-je, le bénéfice de ces ventes. Et pour certains, nous faisons des dons, évidemment avec accord de la mairie de Marseille, hein, puisque c'est la mairie de Marseille qui est propriétaire de nos capacités. Et donc là, il y a des dons qui ont été faits à des associations pour notamment des dons de véhicules pour qu'ils puissent se rendre au plus près de la population. Ce qu'il faut, enfin, il y a un point du coup que je peux vous donner, c'est que souvent dans les médias on vous parle de déserts médicaux et on associe les déserts médicaux en fait à la campagne. En fait non, à Marseille, croyez-moi, dans certains quartiers au sens large, vraiment très large, vous avez des déserts médicaux. Voilà. Dans certains quartiers, en heure ouvrable, vous n'avez pas de médecin, pas de pharmacie. Alors, je ne vous dis pas en heure non ouvrable. Donc, vous avez un travail d'association et
Nous avons cette chance, marins-pompiers, c'est que nous intervenons partout. Il n'y a aucune cité, quel que soit son niveau de dangerosité, quelle que soit l'entité qui en a le contrôle, si je puis dire, si vous me permettez cette expression, nous, marins-pompiers, nous intervenons partout. Partout. Voilà. Parce qu'en fait, il y a 20 ans, nous avons fait un travail, c'est-à-dire que nous avons créé ce qu'on appelle une cellule violence urbaine. C'est quelques marins-pompiers issus de Marseille avec un bon accent, voilà, et qui vont au plus près de la population, au plus près des comités d'intérêt de quartier, au plus près des associations, au plus près des jeunes, au plus près des clubs sportifs, y compris le week-end, au plus près aujourd'hui de ceux qui ont potentiellement le pouvoir. Voilà. Que pour certains, ils ont vu grandir, puisque notre cellule, elle a 20 ans. Voilà. Ce qui fait que dans les quartiers, où finalement, plus personne d'autre que ceux des quartiers je veux dire, se rendent, eh bien, nous avons accès. Alors certes, à certains endroits, il y a des petites règles, voilà. Mais aujourd'hui, une personne âgée, une personne seule, voilà, ou une personne qui accouche à domicile, dans la cité la plus dangereuse de Marseille, nous y allons. Voilà, et on fait le job. Voilà. Y compris pendant le Covid. Donc. Alors, la crise, c'est bien, mais il faut apprendre de la crise. L'objectif de la crise, c'est de sortir, en fait, sortie de crise. Je vous ai parlé au départ des différents types de crises, hein, souvenez-vous, l'éléphant noir, la tempête parfaite, le cygne noir. Voilà. En fait, il y a 3 types. De la même façon qu'il y a 3 entrées, de la même façon, il y a 3 sorties. Voilà. Une crise, vous pouvez sortir d'une crise, vous pouvez y faire face, dépenser toute votre énergie, et vous aurez dépensé tellement d'énergie pour faire face à cette crise que finalement, vous allez disparaître. Parce que vous aurez tout dépensé, vous aurez tout donné pour la crise. Voilà. Ça arrive des fois, notamment, vous avez ce type de... Enfin, ça arrive souvent dans les produits, dans la nourriture, par exemple. Voilà, vous avez, comment dirais-je, un produit, et puis finalement, il est mis sur le circuit, et puis à un moment, il est avarié, et il perd de son attrait, et puis néanmoins, la grande firme internationale va faire ce qu'il faut pour garder sa bonne image, mais au final, elle va retirer le produit. Voilà, donc, oui, elle a dépensé beaucoup d'énergie. Les gens vont continuer à acheter cette marque, mais le petit produit, il va disparaître. Voilà. C'est l'exemple de ce qu'il vaut. Mais... C'est parce que j'ai des marques en tête, mais je n'ai pas le droit de donner des marques. Donc, voilà. Vous avez ce que les médecins appelleront l'homéostasie, c'est-à-dire que vous êtes entré A, vous avez subi la crise, vous êtes sorti de la crise, mais vous n'avez rien appris, vous ressenti A. Ouais. Voilà, j'ai fait le job, j'étais bien avant, je vais être de nouveau bien après. Voilà. Je suis A, crise, je ressors A. Et puis, il y a le dernier item qui est cher aux militaires, c'est je ressors de la crise plus fort qu'avant. Voilà. J'apprends de la crise, voilà, pour être meilleur, pour avoir un rebond maximal. Après avoir connu le fond, puisque j'étais dans la crise, eh bien, je rebondis et je ressors plus fort. Voilà. Et donc, nous, bataillon, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas pour cette crise. Et je crois qu'on y arrive. C'est ce qu'on appelle notamment, ça passe notamment par l'agilité, par l'innovation. Et donc là, ce que nous avons notamment développé, que nous ne faisions pas avant, là, vous avez nos équipes cynotechniques que vous avez l'habitude de voir sur des événements de type les immeubles qui s'effondrent, malheureusement, comme c'était le cas à Marseille, malheureusement, comme nous avons pu intervenir en renfort de nos camarades du Var à Saint-Cyr. Eh bien, nous avons détourné l'usage de ces chiens qui sont habitués à rechercher des individus pour les faire chercher finalement du Covid. Vous savez qu'il y a les chiens, quand ils sont bien dressés, peuvent également détecter certains cancers. Eh bien, ça a été la même chose pour le Covid. Voilà. Et donc ça, c'était intéressant. Alors évidemment, c'est sous condition. Hein. C'est pas dans une foule, c'est pas dans le stade Vélodrome. Il faut que les gens soient assis. Il faut qu'il y ait une aérologie qui soit compatible dans le local.
Voilà. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir un gain de temps. Évidemment, derrière, il faut retester. Ce n'est qu'une première, qu'un premier filtre. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel nous avons innové, ça nous a semblé intéressant. Voilà. Nous sommes quelque part un peu les monsieur tournesol. Hein. Nous, voilà, ça part. Voilà, on a un problème, on essaye, on voit ce qu'on a, on voit notre boîte à outils, pardon, et on regarde comment on peut adapter notre boîte à outils à l'événement auquel nous faisons face. Voilà, c'est l'agilité par l'innovation. Nous avons, à partir de la cellule NRBC dont je vous parlais tout à l'heure, qui était constituée d'une équipe opérationnelle spécialisée, nous avons créé, là encore sur fonds propres, ce que nous avons appelé COMET et qui a été repris largement dans les journaux, pour Covid Marseille Environmental Testing Expertise. Désolé pour mon anglais. Cette cellule COMET, c'est elle qui a mis en place la capacité de détecter et d'identifier tous les agents biologiques, aussi bien dans l'air, l'eau et la surface. Alors en fait, c'est d'abord, on a commencé par la surface, hein, par des frottis, et puis on s'est intéressé à l'air, et au final, on s'est intéressé, nous avons fini par l'eau. Voilà. Et c'est l'eau qui nous a vraiment intéressés à travers les effluents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Aujourd'hui, ça marche avec le Covid, mais en fait, ce moyen est aujourd'hui, nous pouvons identifier n'importe quel agent biologique. En fait, c'est une méthode. Voilà. Donc, à partir du moment où on sait ce qu'on cherche, on va à la pêche, si je puis dire, et puis on voit s'il y a du produit ou pas. Voilà. Pour aller plus loin, aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui est fait. Nous avons donc des marins-pompiers qui sillonnent, et puis au regard de la cartographie que nous avons réalisée, des endroits de prélèvement que nous avons, là encore, identifiés au regard de ce que nous voulons aller voir, EHPAD, écoles, des immeubles. Aujourd'hui, on est capable de remonter, si vous voulez, par ce jeu de pistes, à la source pour dire à quel numéro, dans une rue, à quel numéro il y a du Covid. Voilà. Demain, on peut le faire avec d'autres agents, y compris des agents d'origine non naturelle. Voilà. Donc c'est une technique plutôt intéressante. Aujourd'hui, c'est manuel. Potentiellement, demain, ça pourrait être automatique. Voilà. Donc nous continuons à travailler sur le sujet. Et pour cela, donc, nous avons ce COMET, là, nous l'avons transformé au 1er janvier de cette année en un groupement NRBC. Donc, voilà, donc là encore, nous avons redistribué nos effectifs. Hein. Donc c'est le propre de l'armée. Hein. Voilà, on peut se réorganiser en fonction des missions qui nous sont allouées. Donc il y a des gens qui étaient sur des engins rouges. Et bien aujourd'hui, ils sont là encore sur des engins rouges, mais sur des engins spécialisés en NRBC. Voilà. Donc cette cellule COMET, elle a également une capacité de décontamination. On fait de la décontamination par ultraviolet, par chaleur, un peu moins à la chaleur, hein, parce qu'évidemment c'est un peu en fonction de ce que vous chauffez, ça marche plus ou moins bien, et surtout par ozone. Voilà. Ça marche très bien. On est capable de rentrer dans un local contaminé. On a acquis des petits robots, et donc on fait rentrer ces robots dans un local. Et là, on disperse l'ozone. Et donc, je vous ai parlé des capacités de prélèvement et d'analyse dans les eaux usées, donc qui sont réalisées 5 à 6 fois par jour. Aujourd'hui, nous avons réalisé donc plus de 98 000 dépistages et 40 000 actions de prélèvement et d'analyse biologique. Et comme je vous le disais, nous l'avons réalisé non seulement sur Marseille, mais également en Moselle, dans l'ouest de la France, et sur l'ensemble de la région PACA. Il y a pas mal de collectivités qui sont venues nous voir pour réaliser cette action à leur profit, et que nous réalisons encore. Donc on leur donne le savoir-faire, et nous derrière nous faisons l'analyse, on leur rend la photo liée à leur prélèvement. Donc toujours l'agilité par l'innovation.
Donc, je vous parlais du groupement NRBC. Ce groupement NRBC, il est composé d'un véhicule de détection, d'identification et de prélèvement que nous avons en fait depuis 20 ans. Là encore, nous avons été assez novateurs. C'est un moyen qui a été pour partie financé par la ville de Marseille, c'est-à-dire par le bataillon, et puis par le ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est un moyen aujourd'hui non seulement sur la ville de Marseille, mais également qui sert au niveau zonal. Et nous faisons non seulement des agents biologiques, mais par exemple, si vous avez un sinistre avec un fort dégagement de fumée, eh bien, nous sommes capables, par ces analyses, de dire quelle est la dangerosité de ces fumées pour les populations, et donc à partir de là, conseiller le préfet sur la protection des populations. Voilà, alors c'est un véhicule sur roue, mais néanmoins les capacités sont conditionnées pour pouvoir être transportées de façon aéroportée. Et il y a quelques temps, nous avons réalisé, il y a quelques mois fin de l'année dernière, nous sommes intervenus sur un feu industriel à 400 km nord de Marseille, donc largement dehors de notre aire de jeu, si je puis dire. Voilà. Nous avons acquis donc, plus récemment donc, un laboratoire mobile P3. Alors, c'est quoi un laboratoire mobile P3 ? C'est un laboratoire qui est capable dans lequel on peut traiter, identifier, analyser des agents hautement pathogènes. Il n'y a que le GIGN et nous qui l'avons, qui avons ce type de moyens en termes de laboratoire mobile. Voilà. Évidemment, en France, vous avez des laboratoires P3 qui sont fixes. Voilà, je pense à le laboratoire de la préfecture de police de Paris. Voilà. Mais en tout cas, en mobile, il n'y a que le GIGN et les marins-pompiers de Marseille qui ont cette capacité. De façon, là encore, intrinsèque, en bon marin, même si notre cœur d'action, c'est Marseille, tout ce que nous créons, nous y amenons de la mobilité. On ne peut pas s'en empêcher. Voilà. Il faut que ça roule, il faut que ça vole, il faut que ça navigue. C'est comme ça. Voilà. Et c'est utile. La preuve. Puisque notre VDIP est parti, je vous le disais, à plusieurs centaines de kilomètres au nord. Voilà. Et donc, ce serait la même chose pour notre laboratoire P3. Voilà. Nous avons également créé des partenariats d'intérêt scientifique, donc des GIS, avec différents partenaires, des partenaires privés, et également des collaborations avec, bien évidemment, l'IHU, ou encore le CNRS, et on travaille aujourd'hui en complément de cette partie NRBC. Voilà, même si là, on est loin des CIPRouvettes, aujourd'hui, nous travaillons sur l'intelligence artificielle, sur des modèles prédictifs, sur comment, en ayant un nombre infini de données, comment finalement la machine va nous amener cette donnée de façon à ce que nous puissions les analyser de façon pertinente. Voilà. En fait, aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas tellement de prélever, c'est d'être capable finalement d'identifier tout ce qui vous arrive. Vous savez, c'est l'enjeu des big data. Et donc là, on compte beaucoup sur l'intelligence artificielle pour nous aider à finalement, sur l'ensemble de ces big data, on compte beaucoup sur l'intelligence artificielle pour nous aider dans cette analyse, pour que nous soyons le plus pertinents dans nos choix. L'intelligence artificielle, on l'utilise, on est aussi dessus sur les interventions, que ce soit les interventions de type NRBC, comme je vous le disais, mais également sur l'intervention incendie, sur plein d'autres choses. Là, on est vraiment dans une ouverture large, avec différents laboratoires, différents chercheurs, même des startups, pour voir comment toutes ces données peuvent nous être utiles. Alors, on pense à des territoires intelligents. En fait, autour de nous, il y a beaucoup de choses qui sont collectées, mais qui, in fine, ne servent qu'à une entité, alors que si nous la partagions, eh bien, on pourrait avoir un meilleur résultat de nos opérations. Voilà. Et donc, pour ça, il faut pouvoir les collecter, il faut pouvoir les traiter, les analyser, et bien évidemment, quoi de mieux que l'intelligence artificielle. Voilà. Voilà, donc pour conclure, vous voyez, c'est un sujet sur lequel, outre le fait de m'avoir invité ce soir, c'est un sujet qui a rendu le bataillon visible,
sur l'ensemble des médias, également de la blogosphère, non seulement nationale, mais également donc, internationale. Vous voyez, même la Corée, nous avons encore je vous le disais il y a quelques semaines, les Japonais qui sont venus, tout tombe, d'abord et tribord. Donc les Japonais qui sont venus nous voir, nous avons les Britanniques qui sont également intéressés. Voilà, donc nous sommes toujours à leur disposition. Nous avons évidemment un savoir-faire qui intéresse, mais nous n'avons pas nous, l'objectif, c'est bien comment dirais-je, de faire progresser l'ensemble. Nous n'avons pas de chasse gardée, et du coup, je suis prêt à répondre aux questions qui seront les vôtres, et je vous remercie de votre attention. Merci, commandant. Donc, effectivement, on va prendre quelques questions. Alors, je vais abuser de ma position privilégiée pour poser la première question, de curiosité. Les prélèvements d'eau usée, c'est toujours d'actualité. Ils en font encore ou plus du tout? Et s'ils en font, qu'est-ce que ça dit? Vous avez raison d'abuser, commandant. Alors, oui, nous en faisons toujours. Voilà, nous ne sommes pas en mode off. Comme je vous disais, nous sommes aujourd'hui, voilà, la crise, le Covid diminue dans notre quotidien. En tout cas, le dernier variant qui nous faisait un peu la fête, il diminue en quotidien, mais on n'est pas à l'abri d'un rebond, d'un nouveau variant. Et donc, aujourd'hui, nous continuons toujours à surveiller l'ensemble des prélèvements, surtout au niveau des EHPAD. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours en mesure de cartographier l'ensemble de la ville de Marseille sur ce risque. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez la réponse exacte, en fait, il appartient, je vais faire une réponse de journaliste, vous allez voir. En fait, il appartient aux autorités sanitaires de vous donner un résultat. Hein. Mais néanmoins, voilà, vous pouvez dormir tranquille ce soir, voilà, en tout cas, pour ce soir. Bon, je rends la parole à l'auditeur. Ouais, est-ce que véritablement, dans les eaux usées et éventuellement par les émanations, il y a vraiment un danger du Covid? Une cause, c'est qu'on a écrit en ce sens-là par la préfecture de Marseille sur le rond-point du Prado à Marseille, il y a des odeurs depuis plusieurs années qui sortent par là. Donc, même notamment du côté de l'hôpital Saint-Joseph, il y a une maison de enfants, et apparemment, on n'a aucune réponse depuis le début du Covid. Donc, est-ce que, pour moi, est-ce qu'il y a véritablement un danger éventuel par ces émanations, justement, des égouts? Parce que les égouts de la base suite aux travaux du tunnel Prado-Sud, mais non seulement ils n'avalent pas du gros flux de l'eau quand il pleut, mais quand il y a des chaleurs ou même l'hiver, en ce moment, il y a des odeurs donc qui ressortent. Est-ce qu'il y aurait danger ou pas? Parce que même un ancien collègue de chez vous, on a cité Michel Dufour, vous a écrit en ce sens. Mes respects à l'amiral Dufour. C'est l'instinct de survie, là. Donc, les eaux, comme je disais, les eaux usées peuvent être chargées. Oui, je vous l'ai dit. Depuis, c'est ce que je dis pendant 1 heure à peu près. Voilà, puisque c'est notre matière première finalement. Voilà. Maintenant, si elles sont chargées au rond-point du Prado, je n'en sais rien. Voilà. Mais à partir du moment où nous sommes dans une phase, comment dirais-je, critique haute, d'abord le port du masque est obligatoire, ou à minima conseillé. Et si vous portez le masque, il n'y a pas de problème, puisqu'en fait, même si, comment dirais-je, il y a une mise en suspension des éléments liquides, à partir du moment où vous avez le masque, c'est bon. Voilà. Maintenant, effectivement, si vous n'avez pas de masque et vous roulez dedans, mais ça, vous risquez d'attraper aussi d'autres maladies. Hein. Voilà. Est-ce qu'au fort de la crise, le bataillon s'est autosuffi ou est-ce qu'il a fait appel à des réservistes, des réserves citoyennes ou d'autres? Non, nous sommes autosuffis.
c'est une de nos forces. Voilà, puisqu'on voilà, on peut, nous fonctionnons en gros par tiers. Voilà. Et si jamais il y a une crise, on peut rappeler du personnel. Voilà, et ça fait partie du statut, comme vous le savez. Donc ça, c'est pas un problème. Néanmoins, nous sommes appuyés sur certaines associations, notamment pour tout ce qui était administratif dans les centres de vaccination. Voilà, par exemple. Parce qu'en fait, vous avez, comme vous le savez, il y a des associations agréées de sécurité civile, et donc nous avons, qui sont là pour ça en fait. Et donc, de façon à préserver de la ressource pour nous, eh bien, nous sommes appuyés pour certaines tâches administratives sur les associations agréées de sécurité civile. Et je salue d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a ici, là, donc l'amicale des marins-pompiers l'association des amicales des marins-pompiers de Marseille, voilà, qui sont anciennes chez nous et qui comment dire, ont mis le petit short de l'amicale des marins-pompiers et ils ont voulu montrer aux jeunes comment c'était bien aussi avec eux. Voilà, donc il y avait une bonne émulation, c'est bien. Je voudrais savoir quelle est la durée de vie du virus. Et me pose d'autres questions, complètement idiotes. Puisqu'on dit on risquait d'avoir des postillons avec le virus. Donc quand il pleut, je pense que tout ça descend par terre. Et donc quand on marche sur le virus. Donc on a toujours le virus avec soi. Mais je pense que, en fait, alors la durée de vie du virus, je pense que ça dépend du virus. Et je ne suis pas, voilà, je n'ai pas fait santé. Voilà, j'étais à Brest. Hein, j'aurais bien aimé parce que faire Marseille finalement, c'est pas mal ici. Mais donc, je ne peux pas vous répondre sur la durée de vie, si je puis dire, du virus. Je pense que ça dépend du virus lui-même, hein, et de sa différente souche. Et maintenant, sur le fait quand il est en suspension ou par terre, en fait, autour de nous, c'est comme ça. C'est-à-dire que là, dans cette pièce, il y a d'autres virus que le virus du Covid. Comme il y a d'autres agents. Voilà, c'est même quand nous sommes enfants, comme vous le savez, c'est ce qui forge notre immunité. Voilà, et donc il y a certains qui sortent du lot et qui sont plus pathogènes que d'autres. Voilà. Dans le cadre des mesures de protection, au début, on nous disait 50 cm. Après ça, on nous a dit 1 mètre. Et il n'y a pas longtemps, je viens de voir le pharmacie 2 mètres. C'est toujours longtemps comme ça. Pareil que là, il y a un problème de connaissance de la chose extraordinaire. Quelle est votre position? 2 mètres, 1 mètre? Alors, je n'ai pas à avoir de position parce que je ne suis pas un acteur de la santé. Ce n'est pas mon métier, en fait, de dire à quelle distance il faut être les uns des autres. Mais j'allais y venir. À partir du moment où ils sont équipés, où ils ont un masque, où ils sont assis les uns à côté des autres dans l'ambulance. Maintenant, il y a quand même un autre paramètre. Les hommes et les femmes qui sont au bataillon, comme je vous le disais, sont des gens qui ont 25 ans en moyenne d'âge. Ils sont en bonne santé. Donc c'est pas tout à fait la population. C'est pas tout à fait la population. Comment dirais-je, enfin, l'état de santé de ma population au bataillon ne reflète pas l'état de santé de la population française. Voilà. Donc peut-être que pour certains, personnes fragiles, peut-être que 2 mètres, c'est bien. Voilà. Le personnel du bataillon est entièrement vacciné, c'est imposé par 2 lois. Un, c'est imposé par la loi par le ministère des Armées, et 2, par le ministère de l'Intérieur. Donc on a double peine. On a double peine de toutes les doses. Voilà. Donc nous, c'est clair, et nous avons eu un cas d'un matelot marin-pompier qui ne voulait pas se faire vacciner. Il est dans le civil. Voilà, voilà, et nous avons, pour certains, il a fallu faire de la persuasion, de la pédagogie. Mais là, je vais vous livrer un avis personnel. Les gens se posent beaucoup de questions sur
sur les vaccins. ARN, pas ARN. Enfin, les vaccins ARN, ça existe depuis 1965. Hein. Enfin, comme ça. Bon, là, ces propos n'engagent que moi. Les gens, en fait, les gens se posent beaucoup de questions sur les vaccins, sur ce qu'on leur met. Croyez-moi, en intervention, quand on engage l'ambulance de réanimation, quand les gens sont en arrêt ou quand ils ont d'autres pathologies et qu'on les perfuse, il n'y en a aucun qui nous demande ce qu'on leur injecte. Jamais. Jamais. Je vous invite à lire Le goût du vrai du philosophe Klein, voilà, sur le fait de se prononcer sur des choses dont on ne connaît pas comment dirais-je, dont on n'a pas de réponse.